si on veut aller plus loin, on a besoin d'être en équipe, on a besoin d'avoir des talents qui viennent épauler nos faiblesses. Hein? Puis, je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est de s'entourer de personnes complémentaires. Des fois, ça peut sonner cliché, mais c'est vraiment la clé du succès. Shut up and sit down. Alors, salut tout le monde, c'est Guy Baillargeon pour un autre épisode de Ensemble, on va plus loin. Donc, cette semaine, on reçoit Simon Verville. Bonjour Simon. Bonjour Guy, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Écoute, je pense qu'on aura passé du temps qu'on s'est donné pour passer à travers tous les sujets. Là, c'est sûr que t'es l'invité qui va devenir l'invité chouchou, je te réinvite. Je sais déjà à l'avance. En plus, il y a plein d'affaires dont on va parler, des choses qui se produisent. Même si mon émission est intemporelle, je sais que comme vous faites des affaires qui passent à l'histoire, l'émission va prendre de l'âge, ça va bien vieillir, autrement dit. Donc, Simon, merci d'avoir accepté mon invitation. Totalement naturel. Je suis vraiment content d'être avec toi. Fait que très cool. Excellent. Bien, ensemble, on va plus loin. La formule, c'est la suivante. Moi, je fais briller mes invités. On parle pas vraiment d'immobilier parce que c'est un podcast immobilier où est-ce que finalement, le sujet, c'est plus l'humain au cœur du partenariat. Comment, ensemble, on va plus loin dans la vie. Bon, c'est un principe qui est un peu vieux comme le monde, si on veut. Mais on a souvent tendance à l'oublier. On pense qu'on est des superstars puis qu'on pense qu'on est capable de avoir le monde sur nos épaules, de faire tout ce qu'on pense être capable d'accomplir. Mais en fait, on a juste tout le monde 168 heures dans une semaine. On essaie d'en dormir un tiers. On essaie d'avoir du plaisir aussi dans un autre tiers. Puis le tiers utile, ben, on peut pas le faire tout seul. Non. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui, Simon, pour nous parler un peu de ton parcours. Je sais que tu as beaucoup d'expérience de vie. Tu as 32 ans aujourd'hui. Bien que ce ne soit pas ta fête comme telle, mais on dit que tu es rendu bon. Tu as 32 ans, tu as un parcours entrepreneurial fort intéressant dont tu vas pouvoir faire profiter nos auditeurs et nos auditrices. Alors, Simon, qu'est-ce que tu as fait avant? Comment ça part? Comment ça part tout ça? Donc, j'aime souvent faire la mention, dans le fond, quand je suis né. OK, on va parler de la naissance. Mm-hmm. Je suis né avec des difficultés parce qu'il y a peut-être eu un virus pendant la grossesse de ma mère. Bref, Okay. Jusqu'à l'âge d'à peu près peut-être 7-8 mois, là, donc un peu avant 1 an, je suis né avec avec un handicap. En fait, j'étais malvoyant, donc je ne voyais pas et je n'entendais pas. OK. Donc, durant quand même un petit processus, en fait, un petit bout de temps, évidemment, ce retard-là a engendré des retards, comme par exemple, j'avais pas de réflexe. Donc, j'allais tomber. C'est ça. Mais moi, j'ai pas appris qu'on met les mains devant. Non. Tu sais. Des trucs comme ça. Puis, mais évidemment, à l'école, troubles d'apprentissage. Bref, ça a été quand même houleux. Oh, quand même. quand même, pour le début de tout ce qui était scolarisation. Puis, Oui. mais je crois, tu sais, le côté positif de ça, Mm-hmm. je crois que ça a fait en sorte que j'ai peut-être réfléchi de manière différente des jeunes qui m'entouraient. Absolument. Tu avais une autre vision des choses. Je pense que oui, parce que j'ai utilisé des stratégies pour être capable d'atteindre les mêmes objectifs qu'on devait atteindre. En fait, quand je parle de scolarisation, c'est que si on avait tous les mêmes examens devant nous. Absolument. Mais je crois que j'ai utilisé des stratégies qui étaient différentes, qui ont fait en sorte que je pensais autrement. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui m'a aidé dans mon parcours entrepreneurial, puis de bâtir des trucs et de tout faire autrement, autant dans la gestion que dans l'idée de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ça veut dire la capacité d'adaptation du cerveau, là, ça commence pas à l'âge adulte, ça commence bien avant ça. Tellement. En fait. Tellement. Donc, même au niveau de la socialisation, Ouais. même au niveau on dit penser en dehors de la boîte, tu sais, think out of the box. Donc, tu as expérimenté ça très jeune, sans peut-être en avoir conscience. Sans en avoir conscience, puis j'ai été suivi beaucoup par des neuro... en fait, je me souviens plus du terme, là, mais c'est vraiment des docteurs qui sont spécialisés en neurologie. OK. Parce que, tu sais, il n'y a aucun docteur qui savait qu'est-ce que j'avais. Puis j'ai retrouvé la vue et l'ouïe d'une façon totalement miraculeuse. Là. Il n'y a pas d'explication. Là, wow. Fait que je pense que c'est vraiment juste un petit retard
qui a rattrapé qui a rattrapé le coup un peu plus tard. Une connexion qui ne s'était pas faite au moment de la naissance. Exactement, mais ça demeure des hypothèses. OK. Donc, on ne sait pas encore aujourd'hui, Tu mais parles, t'es un bébé miracle. c'est ça, on va dire ça comme ça. Mais quand que je suis né, j'aurais pas j'aurais pas gagé sur mes performances plus tard. Bref, ça a commencé comme ça. Donc, évidemment, j'étais allé à l'école. On sait tous qu'à l'école, on s'en va chercher un diplôme pour ensuite aller chercher une job Et voilà. salarié, bref, Ouais. le classique. Et un bon boss. Puis un bon boss, c'est ça, exactement. Donc, j'ai fait 10 ans comme constable dans les métros de Montréal. Puis, je crois, évidemment, il y a eu des passages qui étaient positifs là-bas. Je veux dire, j'ai appris beaucoup. Je suis revenu de là avec beaucoup d'outils. On intervenait dans des situations où c'était des interventions d'urgence. Tout à fait. On a côtoyé l'humain dans ses pires Oui, de ce qu'il y a de moins beau à offrir, bien souvent. Exactement. Puis, on avait un rôle où, nous, quand on a besoin de la police ou des services d'urgence, oui. Évidemment, ça va pas bien pour nous, là. Mais les services d'urgence, eux, sont avec des gens qui vivent les pires moments de leur vie tous les jours. Exactement. C'est leur quotidien. Là. C'est leur quotidien. Fait que je pense que ça forge quelqu'un. Tout à fait. Bref, j'ai fait 10 ans, mais je me voyais pas continuer à faire ça. C'était pas mon ADN, c'était pas vraiment ce que je recherchais. J'ai vraiment suivi, je pense, une suite logique. Moi, je voulais être pompier. Bref, dans le temps, il y avait de la contingence. OK, ouais. À l'époque. Puis finalement, je me suis retrouvé à l'école de police. Puis j'ai fait 10 années là-dedans, mais clairement que je voulais plus, je voulais autre chose. Oui. Puis je voulais travailler de mes projets. Et ce autre chose-là, je pense que si tu as commencé à t'intéresser à faire autre chose à l'intérieur des années où tu as été constable. Oui, en fait, moi, j'ai commencé à travailler dans mon sous-sol, à côtoyer le marketing, l'entrepreneuriat. C'était quoi cette bébête-là? Puis de commencer à comprendre. Puis mon premier cours d'université, je vais toujours m'en souvenir parce que je suis allé à l'université. Oui. Mon premier cours à l'université, c'était Introduction au marketing. Puis le prof que j'ai eu était un prof incroyable. Puis encore aujourd'hui, j'ai gardé contact avec lui. Je mangeais ses cours comme on mange de la poutine. Oui. C'était tellement intéressant. Puis moi, j'ai sauté à pieds joints là-dedans. Puis je suis quelqu'un de très excessif. Okay. Ce que je fais, c'est que quand j'ai un sujet ou j'ai un projet ou peu importe, je suis capable de mettre du 10, 12, 13, 15 heures là-dessus, tu sais, sans arrêter. Puis des fois, on oublie de manger. Fait que, bref, j'ai sauté dans le marketing. J'ai voulu tout apprendre. Ce qu'on va apprendre dans 20 ans, j'ai voulu l'apprendre en 1 an, tu sais. Puis ça m'a permis de découvrir c'était quoi. Puis évidemment, parallèlement à ça, il y avait l'entrepreneuriat. OK. Puis là, c'est là que j'ai dit non, moi, je veux créer des choses. Je veux créer des entreprises, puis je veux bâtir avec des équipes. Puis c'est là que on est rendu là. Fait que ça, c'était clair. Donc, tu as fait HEC. Ouais. Donc, tu as fait un bac. En fait, j'ai fait un certificat. Tu as fait un certificat, OK. HEC. J'ai pris un congé sans solde. En fait, c'était 1 an seulement. Oui. Puis après ça, de faire un bac à temps partiel, je pense qu'aujourd'hui, je serai encore en train de le faire. Bon. Fait que je me suis dit, regarde, je vais aller chercher des bases. Puis je sais que je suis autodidacte de nature. Tout à fait. Fait que je me suis dit, regarde, je m'en vais chercher mes bases, mes fondations, je pars de ça. C'est ça. Tu sais, avec du recul, bon, c'est pas que l'école, c'est mauvais. L'école, c'est bon. Ouais. Comme tu dis, pour aller chercher des bases, ce que je trouve intéressant avec du recul, c'est de constater à quel point, bien souvent, soit les chargés de cours ou les professeurs de carrière nous enseignent des affaires qui sont déjà obsolètes au moment qu'ils nous les enseignent. Ça va tellement vite. Parce que ça va tellement vite, puis eux, bien souvent, ils sont pas sur le front à chaque jour. Donc, ils enseignent des bases théoriques qui, dans le fond, sont déjà dépassées au moment même qu'ils nous les enseignent. Oui, puis tu sais, je veux dire, à faire approuver un plan de cours, tu sais, il y a quand même des étapes qui font en sorte qu'effectivement, c'est ça. On est dans le red tape total, là. 100%. Qu'on soit au HEC, qu'on soit à John Molson School, à Concordia ou quoi que ce soit, c'est la même affaire, c'est la même poutine, là. Mais ce qui est le fun, oui, c'est quand il y a des conférenciers, qu'eux sont dans le marché actuel. Oui, là, ils font des parallèles. Là, tu comprends que tout à fait. Peut-être qu'il y a quelque chose que... Exactement. Quelles sont les tendances? C'est quoi les derniers développements? Ainsi de suite. Là, ça, c'est le fun. Là, ça te fait vibrer à ce moment-là. Absolument. Mais en fait, rien ne te destinait à
faire ce que tu fais maintenant, aujourd'hui? Parce que ce qu'on n'a pas dit au tout début de l'émission, c'est que présentement, ce qui se passe dans ta vie, en fait, c'est que, bon, tu es le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Phil et Fred. C'est une pizzeria, mais c'est une pizzeria avec un produit particulier, un produit niché qui se démarque, et ça, c'est votre force. Et aussi, en même temps, tu es cofondateur et actionnaire d'une autre entreprise qui s'appelle Trusty. Ouais. Trusty qui révolutionne, ça c'est moi qui le dis, mais je sais que c'est vrai, révolutionne le domaine des enquêtes pré-location et pré-emploi aussi. Ouais. Alors, à ce moment-là, on est passé, disons, du gratte-papier à la version numérique du processus de pré-location, pré-emploi. On va en reparler un petit peu tantôt. Donc, c'est vraiment ça là, qui est ton core business aujourd'hui. C'est ce qui on est la somme aussi de nos expériences antérieures. Fait que tout ce que tu as vécu depuis le tout début aujourd'hui te sert beaucoup, finalement, à progresser et à aller encore plus loin avec tes partenaires. Ah oui, totalement. Écoute, pour commencer, Phil et Fred Pizzeria, ça a commencé en 2019. J'ai parti ça évidemment avec Phil et Fred, qui sont les artisans de la cuisine italienne. Oui, d'accord. Eux qui ont la main à la pâte. Oui. Moi, j'ai embarqué avec eux pour tout ce qui était l'aspect plus business, marketing, com. Puis, on a parti ça à 3. Puis aujourd'hui, Phil et Fred, c'est rendu, oui, un restaurant, mais il y a aussi, on vend nos pizzas congelées à travers le Québec. Donc, on est dans plusieurs points de vente à travers de notre belle province. En quoi est-ce que ça démarque, cette pizza? Mais écoute, Guy, notre mission d'entreprise, c'est de venir dynamiser l'univers de la pizza. Autant au restaurant, comme tu l'as mentionné, que dans les épiceries. Oui. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est vraiment arrivé puis on s'est dit, OK, la pizza en épicerie, pas ça qui manque. Je veux dire, c'est... Les comptoirs sont pleins. Ah, ils sont pleins, c'est bar en bar, toutes les saveurs possibles. Oui. Mais le problème, c'est que tu soupes pas de la pizza congelée. Tu sais, c'est tout le temps un dépanneur, mettons, les parents s'en vont, ils laissent 2-3 pizzas congelées pour les jeunes pour qu'il y ait quelque chose dans l'estomac. Exactement. Mais mettons, c'est pas un épicurien qui va manger une bonne pizza congelée, tu sais, avec sa bouteille de vin. Donc, nous, on est arrivés et on s'est dit, on peut-tu essayer de trouver un moyen de rentrer une pizza haut de gamme dans les épiceries qui goûte réellement la pizzeria, tu sais, qui est le goût authentique de pizzeria qu'on recherche quand on... Oui. Est-ce que c'est possible d'offrir ça au consommateur puis que lui, au lieu qu'il appelle au restaurant, puis ou que sa pizzeria du coin n'est pas top, mais qu'il puisse avoir vraiment une pizza de qualité dans son congélateur, ça prend 15 minutes, c'est réglé. Fait que là, on a commencé à réfléchir à ça, puis on s'est dit, OK, on va sortir de quoi de premium, puis on va sortir de quoi qui n'est pas au prix habituel d'une pizza congelée, parce que là, on est ailleurs complètement. Oui. Mais ça, on est habitué que les pizzas congelées, c'est à un prix qui est modique. C'est 7,99. Après 7,99, ça commence à être cher, ça. Fait qu'il a vraiment fallu casser un peu ce réflexe de dire une pizza, ça coûte pas cher. Le paradigme de pizza congelée égale pas cher. Pas cher. Mais le problème, c'est qu'on nous repart ça en pleine pandémie. Fait que une des façons de faire approuver le fait que, oui, ça se vend 16,99, mais attendez d'y goûter. On est en pandémie, les dégustations, on ne peut pas en faire. Non. Fait qu'on fait comment qu'on fait Défi additionnel. Exactement. Et c'est là où le marketing rentre en... Et là, le cerveau de Simon Verville entre en jeu. À 100%. Puis là, ça a commencé avec la boîte. On a voulu avoir une boîte que tu remarqueras que quand tu vas à l'épicerie puis tu regardes les pizzas congelées, c'est souvent les dessins qu'on a sur les boîtes. Tu sais, c'est « Hey, elle ressemble à ça, tu ouvres la boîte. Ça ressemble pas tant à ça. » Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va faire complètement autrement. On va faire un gros triangle dans le milieu de notre boîte. What you see is what you get. OK. Fait que tu le vois, là. Tu vois ce que tu vas manger, tu vois les aliments, tu es capable de voir si c'est du vrai bacon. Exactement. Comme le capot de la Ferrari, on voit le moteur en dessous. Là. C'est ça. C'est exactement ça. Puis, tu es capable de le voir, puis là, tu dis, déjà là, au départ, tu vois, OK, c'est des boîtes noires. Déjà là, ça fait un peu mystérieux, fait premium. Oui. Avec le rouge pétant, là, que nous, c'est notre brand, c'est nos couleurs. Avec le triangle dans le milieu pour vraiment montrer que, OK, on vous vend ça, mais regardez la qualité, tu sais. Puis on n'y a pas goûté encore. Non. On a commencé comme ça, puis évidemment, il y a eu plein d'activités marketing pour pouvoir faire la promotion de ces pizzas-là. Et aujourd'hui, on a réussi à en vendre 100 000 dans notre première année.
Puis ça, c'était dans quoi, 30-50 points de vente. Donc, ça a été un succès fulgurant. Puis aujourd'hui, on fait des dégustations, puis c'est quasiment instantané. Une bouchée, j'achète, je comprends. Ben oui, Il n'y a plus de barrière. Basé sur, j'aurais beau te parler pendant 24 heures de ma pizza, mais quand je le fais goûter, elle est vendue. Exactement. Mais là, t'es arrivé avec cette idée-là, OK, comme ça, là, c'est quoi, tu te réveilles la nuit ou ben non? C'est quoi ton processus? Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est quelque chose que tu fais tout seul ou si tu le fais autour d'une table en brainstormant avec... Toujours en brainstormant. Toujours en brainstormant, donc c'est... OK, parfait. Donc, on parle de partenariat, on parle au niveau de mise en commun des idées. 100%. Parce que ce produit-là, il y a tellement de monde derrière ça. OK. Moi, je suis souvent la personne qui va aller à la radio, sur les podcasts, à la télé. Mais on va parler de ça, mais moi, je passe le message, je suis le porte-parole. Évidemment, j'ai une contribution. Tu sais, la boîte, j'ai bâti ça avec un studio de graphisme à Québec, avec qui je travaille depuis de nombreuses années quand je faisais de la consultation en marketing numérique. Mais juste la conception, ça a pris 6-7 mois. Juste pour vraiment qu'on comprenne bien, puis après ça, les valeurs nutritives, le code barre. Nous, on arrive là-dedans, on ne sait rien. Non, c'est ça, là. On ne travaille pas avec des courtiers, on ne travaille pas avec personne. Fait qu'on apprend nous-mêmes. Mais après ça, il y a la pizza. Comment qu'on la fait? Pourquoi elle est aussi bonne? C'est pas moi qui s'occupe de ça. Là. Non. Là, c'est mes partners qui... Là, c'est Phil et Fred, là, qui travaillent là-dessus. Puis comment qu'on fait pour venir enlever toutes les... tu sais, des fois, les gens vont dire, il n'y a pas assez de sauce, il n'y a pas assez de, pas assez de pepperoni, il n'y a pas assez de sucre. Fait que là, nous, on sait déjà c'est quoi les irritants du marché. Ouais. C'est eux qui vont être capables de venir régler ce problème-là. Puis après ça, il y a la conservation, il y a toute la chaîne de production, la conservation, la distribution. Il y a tout un univers en arrière de... On prend la boîte, puis on retourne avec à la maison. Mais avant d'arriver dans le congélateur, qu'est-ce qu'il y a eu comme étape? Clairement que je ne peux pas faire ça tout seul, fait que j'ai pas le choix d'avoir... Mais en fait, mes partenaires, on a tout fait ensemble. Donc, autant Phil, Fred, maintenant, on est avec Julien, qui est un nouvel associé avec nous chez Phil et Fred. Bref, on fait tout ça, puis on continue de dynamiser l'univers de la pizza, là, autant en épicerie qu'au restaurant. Et tu as un autre projet aussi, on peut en parler maintenant, un projet qui a rapport avec l'immobilier. Ça s'appelle Trustii, Trustii. OK. Comment t'es arrivé avec ce nom-là? Écoute, moi, je suis arrivé, il y avait Jean-Simon Gaboury, qui est le CEO, et il y avait Julien Cousineau aussi, qui était dans les parages. Julien Cousineau, on le connaît pour son rôle dans la compagnie Flinks, qui est maintenant une sous-filiale de la Banque nationale. Oui. Ils étaient vraiment les deux dans cet environnement-là. Moi, je suis arrivé en 3e, mais on avait encore une page blanche. OK. On avait une idée avec un peu qui était lancée sur une page blanche. On a tout ramené ça ensemble, mais eux avaient déjà pensé à ce nom-là. Trust pour la confiance. Évidemment, on cherche... Nous, notre rôle, c'est d'être... on crée un lien entre deux personnes qui veulent créer une transaction. Donc, autant la prélocation. Donc, moi, je me cherche à me loger. Toi, tu cherches quelqu'un, tu cherches un locataire. Donc, il y a une transaction qui se fait là. Puis, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de transaction. Exactement. Donc, je veux un locataire fiable. C'est ça. C'est exactement. Qui va remplir sa portion de contrat chaque mois. Puis c'est pour ça que le trust, la confiance, est importante dans des transactions comme ça. Ensuite de ça, on a les deux petits i. Là, c'est là que ta magie. Ma magie rentre en ligne de compte. Pourquoi 2 i? C'est tout simplement parce que ça identifie les deux parties. Donc, on a les 2 i qui sont de couleur bleue. Une couleur bleue très foncée. Ça veut dire que les 2 i ont une relation de confiance. Donc, ça partit de la confiance jusqu'à la conclusion de la transaction. Ça part comme ça. C'est le logo parle comme ça. Ouais. Et le marché est énorme. Oui. Ah oui. Le marché est énorme. Est-ce que je peux me permettre une petite anecdote? C'est que on travaille pour... récemment, on a travaillé pour un client qui, malheureusement, a acheté une maison et l'a louée à une petite famille. Et puis, les choses n'ont pas bien tourné. C'est-à-dire que c'est quand même un loyer mensuel important. Et là, vite, rapidement, les locataires sont tombés en défaut. Il n'y avait pas eu d'enquête. Il n'y avait pas eu d'enquête pré-location. Et puis, lorsque j'ai remis les documents, disons, à une huissière, OK, pour aller signifier une procédure pour le TAL, le Tribunal administratif du logement, parce que je suis, dans le fond, je suis sur le conseil d'administration de la compagnie. Mais en fait, pour des raisons X, la huissière m'a dit, ben oui, je les connais, eux.
Elle dit, c'est moi qui les ai évincés de là où ils habitaient avant. Elle dit, si votre client m'avait appelé, j'aurais pu lui dire, tu sais. Bien, plus simple que ça, si le client avait fait affaire avec une agence, si le client avait, bon, etc., etc. Fait que dans le fond, morale de cette histoire, évidemment, tu peux avoir un client fiable. Mais ça, c'est l'exemple extrême qui fait que ça crée une situation, tu sais, on va perdre des loyers du côté du client. Le client va perdre quand même les loyers, ce qui va pouvoir les recouvrer un jour, je ne sais pas. Donc, si dans le fond, si je reviens à Trusty, Trusty me permet d'éviter ça. Et en quoi est-ce que c'est révolutionnaire, cette application-là? Bien, en fait, avant de... Je veux juste faire du pouce sur ce que tu viens de dire parce que de quoi qui est super intéressant. Tu sais, oui, nous, on intervient pour éviter des litiges dans le futur. On intervient également dans une mesure où peut-être que les solutions actuelles sur le marché, puis ça va faire le pont à pourquoi nous, on est différents, mais voilà. les solutions actuelles sur le marché, peut-être qu'ils vont disqualifier des locataires qui peut-être auraient été des très bons locataires. Tu sais? Parce que quand on a un petit degré d'information, des fois, on va se fier sur le pointage de crédit, puis c'est réglé. Là. Oui. Qui dit que cette personne-là n'avait pas un poste pendant la pandémie, qui a fait en sorte qu'il a perdu son emploi, puis il a peut-être tombé dans une dépression, qui a fait en sorte qu'il n'a pas été capable, en fait, il a vécu sur le crédit, puis ça l'a amoché sa cote. Donc, la façon traditionnelle de faire une enquête pré-emploi, la grille d'analyse, là, n'est pas compliquée, puis elle n'est pas assez complète. Est-ce que c'est ce que je comprends, en fait? Bien, en fait, oui, il y a de l'information qui laisse place à l'interprétation de la personne qui le consulte. Ça, c'est une chose. Puis des fois, il y a des gens qui vont peut-être le regarder et vont dire, ben moi, j'ai pas vraiment d'expérience, mais le pointage de crédit. Tout de suite, je fais un raccourci. Puis après ça, je m'en vais voir, OK, mais en bas de 600, c'est long. T'sais. Mais on va pas plus loin. Nous, ce qu'on a décidé de faire chez Trusty, c'est d'inclure les informations financières de la personne. D'accord. Donc, si je reprends mon cas de la personne en pandémie qui a perdu un emploi, puis bref, il y a peut-être eu, comme je disais, des enjeux de santé mentale en lien avec tout ça. Oui. Mais que là, aujourd'hui, il y a eu une chance de redresser ses finances. Mais nous, avec les informations financières, on est capable de venir valider ça. Puis ça démontre réellement que dans une période X, ça a été plus difficile. Fait qu'aujourd'hui, évidemment, le crédit parle du passé. C'est ça. Puis nous, avec Trusty, on veut parler du présent et du futur. Et voilà, tu veux pas un picture juste ça de l'âge, tu le veux plus global. Exactement. OK. Donc, c'est là que la révolution, comme je dis. Puis ça, c'est une parmi tant d'autres. OK. Parce qu'on ajoute ce volet-là. Mais aujourd'hui, puis ça part de la fondation de l'entreprise. Simon Gabriel faisait des études à la Polytechnique. Ah, mais lui, il est en matière de cybersécurité ou en fait, c'est ça, hein? Exact. Il a fait aussi, il a travaillé dans les forces canadiennes, dans les activités psychologiques, le PsyOps, ce qu'on appelle. D'accord. OK, c'est quand même poussé, là. Oui. Puis super, tu sais, Jean-Simon, hein, c'est une tête incroyable. Puis pendant ses études en criminaux, il a fait une cyber-enquête aussi. Oui. Pardon. Il voyait des cours que c'était... en fait, on voyait les processus manuels. Tu sais, c'est quoi les fondations de la cyber-enquête, puis qui étaient toutes manuelles. OK, là, tu avais des profs qui enseignaient ça. Oui, tantôt, tu t'en souviens? À Polytechnique, genre? Oui, exact. Tu sais, on parlait que, tu sais, des fois, ce qu'on va apprendre à l'école... C'est un peu décalé par rapport à la réalité. C'est ça. Mais dans d'autres cours, on lui dit que ça peut s'automatiser. Puis là, il est comme, attends. Tu es en train de me dire que ça peut se faire, mais tu es en train de me dire que ça n'existe pas. Ça se fait pas. Là, lui, il a fait comme, allez où? Oui, exact. Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, il a dit, écoute, on va essayer d'y aller à plus petite échelle. On va viser le marché locatif parce qu'il y a une différence entre un défaut de paiement. On n'en veut pas, évidemment. Là, c'est de l'immobilier, je veux dire, il faut payer son loyer. Ça, c'est clair. Mais il y a une différence entre ça et quelqu'un qui a accès à toutes les informations sensibles dans les bases de données d'une grande institution. Tu sais? Fait qu'avant d'aller vers, mettons, des entreprises, en fait, des secteurs de marché où les dommages pour une qualification boiteuse, si on veut, là, est plus importante, on va aller faire le prix locatif. On va se faire les dents avec le prix locatif. Puis on a commencé comme ça. Puis là, c'est là que on s'est tous rassemblés. On a commencé à discuter.
Puis aujourd'hui, Trusty, dans le fond, si on parle du domaine de prélocation, Oui. au lieu de donner des informations en 24, 48, 72 heures, mais des fois en période de pointe, vu que c'est des humains qui vont faire les enquêtes, on parle, mettons, de la haute saison, là, les renouvellements, Oui. ça peut même prendre une semaine pour avoir des résultats d'enquête. On le sait parce qu'on a fait les tests. On appelait les compétiteurs, puis on regardait, puis tu sais. Parce qu'évidemment, il y a des irritants. On parlait avec la clientèle pour voir c'est quoi qui vous... on n'est pas capable de mettre la main sur le rapport d'enquête parce que ça prend trop de temps. T'sais. Mais aujourd'hui, nous, on est fiers de le dire, ça va prendre quelques minutes pour que dans ton téléphone, tu reçois l'enquête. OK. Puis ça n'a pas été bâclé. Là. OK. Est-ce que je comprends que j'ai le prospect devant moi, puis là, je vais dire, hey, attends un petit peu, là. Je vais te dire oui ou non live. Ouais. C'est ça que tu me dis, là. Oui. Puis, ce qui est vraiment, vraiment cool avec Trusty, c'est qu'effectivement, ça vient accélérer, par exemple, l'agent de location pourrait littéralement signer le bail dans la même journée. Et voilà. Des fois, il y a des variations. Si on veut faire, si on fait des enquêtes vraiment de base, on va aller chercher le crédit, les informations financières, le TAL, qu'on a parlé tantôt, là, Oui. tout ce qui est au registre du tribunal administratif du logement et, par exemple, les antécédents criminels au Québec. Oui. Ça, c'est tout de l'information qu'on peut aller chercher dans les bases de données sans avoir d'intermédiaire. Si on va vers, par exemple, les antécédents canadiens, au Canada, c'est différent qu'au Québec. Oui, parce qu'on sait que c'est beaucoup moins transparent en dehors du Québec. Hein? Tellement. Ontario, pour avoir travaillé là un petit peu, là, c'est compliqué d'avoir des informations sur des immeubles à vendre, d'avoir des informations sur des compagnies, des entreprises, sociétés. Comme ici, on a le registraire des entreprises du Québec. Ouais. On a juste à questionner le système et on a tout. 2 minutes. Versus ailleurs, c'est opaque. Oui, très hermétique. Très hermétique. Ouais. Donc, vous êtes capable de passer à travers ça. Mais là, c'est parce que vous avez signé les ententes, vous avez travaillé fort pour être reconnu à l'extérieur du Québec pour avoir accès à des banques de données. Absolument. Puis, je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut se dire « Salut, j'ai une compagnie qui fait des enquêtes, est-ce que je peux avoir accès à votre base de données? » Ça ne marche pas de même. C'est des mois et des mois. Puis juste pour le Canadien, oui. Je parle du Canadien parce que, on parlait de quelques minutes pour recevoir le rapport, mais le Canadien, quand on arrive, comme tu l'as si bien dit, à l'extérieur du Québec, il y a un humain derrière ça. C'est un agent de la paix qui doit faire les vérifications. Oh, fait que nous, on demande la déclaration de la personne. Lui, il nous la renvoie. Puis le policier, il va regarder, est-ce que ça concorde pas. Ben là, on parle plus de heures, on parle de jours ou peut-être de... Pour les autres, je ne veux pas dire de semaines, là, mais... Pour les autres solutions. Pour les autres solutions. Parce que nous, on a signé une entente qui a pris des mois, oui. Mais on est capable, dans un délai maximum de 4 heures, d'avoir cette information-là, qu'il soit capable de valider ou invalider l'information déclarée par le candidat. D'accord. Donc, c'est venu automatiser ce qui était fait à la main anciennement. Et par un humain qui traite le dossier un petit peu comme quand ça lui tente, ou quand ça lui adonne, ou quand il y a le temps. Bien, en fait, oui, parce que des fois, les policiers ils vont faire des rapports, ils vont faire des trucs comme ça, mais nous, on a absolument besoin que ce soit un agent de la paix qui consulte ces registres-là. Donc, effectivement, quand soit qu'ils sont agents de poste et tout comme ça, mais honnêtement, dans tous les clients qui ont utilisé ce service-là, évidemment, c'est dans les heures ouvrables, parce que les policiers ils ont du personnel réduit, là, évidemment, la nuit, des trucs comme ça. Oui. Mais dans les heures ouvrables, puis durant les jours ouvrables également. Puis honnêtement, c'est toujours en bas de 4 heures. Des fois, ça peut être en 30 minutes. Donc, tu sais, c'est super rapide. Puis, on est content de pouvoir offrir ça aux propriétaires ou aux compagnies de gestion parce que c'est vraiment une plateforme qu'on a bâtie avec eux. Bon, justement, là, les gens là, qui font de la gestion immobilière sur une grande échelle, qui ont une centaine de demandes par année là, de pré-location ou 100, 150 ou 200. Donc, c'est un marché, ça, qui vous intéresse et c'est à eux que votre service s'adresse, en fait. Oui. Puis, absolument. Puis, ce qui est comment je faisais ça? Le prélocation, notre volet de prélocation, oui, on travaille beaucoup avec des compagnies de gestion. On va travailler avec des gens qui ont des gros parcs immobiliers. Oui. On est une solution qui s'intègre très bien dans des infrastructures déjà très grandes. Tu sais, il y a une différence entre s'occuper d'un plex
s'en occuper de 3000 portes, là. Mais oui, on n'est pas ailleurs. C'est-à-dire, c'est pas la même chose. Non. Évidemment. Là. C'est un autre ballgame. Puis ça, on l'a compris aussi. Puis tu sais, des fois, les enquêtes de prélocation, c'est du back and forth par courriel. Finalement, il te reçoit le formulaire, faut que le locataire le remplisse à la main, c'est écrit en patte de mouche, tu comprends rien, et ça devient... Là, tu numérises, là, ah non, mais moi, je suis pas capable de numériser, il y a le fax. Le fax, ça existe encore, tu sais. Fait que nous, c'est tout numérisé, c'est des formulaires, tout est réglé. Puis on rentre dans des grosses infrastructures parce qu'on a des connexions à payer aussi pour pouvoir rentrer dans les logiciels de gestion de nos clients. Donc ça, c'est plein d'aspects qui font que Trusty est unique sur le marché. OK. Dans le cours d'un processus de développement, que ce soit votre aventure Phil et Fred, votre aventure Trusty, c'est-tu arrivé à un moment donné où tu as eu un petit moment de découragement, ou qu'un des membres de l'équipe a fait comme « Hey, je pense que ça ne marchera pas notre affaire » ou c'est une barrière qu'on n'est pas capable de surmonter, soit on n'a pas l'argent parce qu'il y a des rondes de financement, on en parlera peut-être un peu, mais il faut comprendre aussi que tout ça, là, ça ne se fait pas pour les beaux yeux des gens, puis ça ne se fait pas non plus avec de la pensée magique. Il faut des ressources financières, il faut mettre du manpower là-dessus. C'est-tu arrivé à un moment donné que tu as fait comme hey, je pense pas que ça va marcher ou j'ai le goût de te laisser tomber? Écoute, je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur qui a réussi qui n'a pas passé par des moments comme ça. De remise en question. De remise en question, puis de se dire hey, pourquoi j'étais tellement bien avant, j'avais un fonds de pension, salaire d'institutif, les affaires. Un bon boss. Qu'est-ce que j'ai fait, tu sais? Fait que, tu sais, c'est normal de se remettre en question. Puis oui, effectivement, tu sais, je peux parler, quand on a construit l'usine Phil et Fred pour faire la production. Oui. Là, on a un budget. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, un plan d'affaires ou un budget, c'est t'écris tout ce que tu vas pas faire, en fait. Tu sais, ou tout ce que tu vas pas réellement dépenser. Des plans, c'est fait pour être changé. C'est ça, c'est exactement ça. Puis, tu sais, je me souviens, on était très, très tight dans notre budget. Puis là, du jour au lendemain, ben, il y a un 30 000 de plus qui arrive. On n'a pas le 30 000. Non. Tu sais. Mais tantôt, tu as dit, est-ce qu'on a déjà vu des murs qu'on dit on ne sera jamais capable de le surmonter? On ne s'est jamais dit ça, par contre. On s'est dit, il y a un mur, mais il faut passer à travers. OK. Il faut passer par-dessus. Fait que c'est tout le temps de... Tu sais, oui, il va tout le temps avoir un côté émotionnel qui va rentrer en ligne de compte, puis tu vas faire comme... Ah, là, c'est ça. C'est pas facile, puis là, ça me décourage. Mais après ça, il faut que tu transformes ça en opportunité. OK. Puis c'est ça. Le PAS, c'est pas dans ton discours. Tu sais, le pas, c'est plutôt comment je peux faire pour surmonter l'obstacle. Qu'est-ce que je devrais faire que je fais pas pour surmonter l'obstacle? En fait, c'est ça. Oui. Puis, à force de le faire, est-ce que, Simon, tu arrives à développer une espèce de gymnastique intellectuelle qui fait que plus tu as d'emmerdes, plus tu as d'obstacles, plus tu as de barrières, plus ton cerveau est capable de résoudre rapidement? Est-ce que c'est un processus qui te parle, ça, ce que je te dis là? Tellement. Oui. Tellement. Parce que des fois, là, quand tu as le chemin tracé, il n'y a pas d'embûche, là, mais tout le monde est allé dessus. Fait que c'est normal que tout le monde y est tapé, là. Et voilà. Tu sais? Tandis que nous, on est de l'autre côté, on est dans le jungle, puis il faut à coup de machette. Puis, tu fais de la trail, comme je dis, là. De la trail, tu sais. Puis c'est... Tu sais, moi, je dis tout le temps, les entrepreneurs qui réussissent, c'est ceux qui n'ont jamais lâché. Qui ont tout le temps été persévérants, résilients, peu importe. Moi, j'ai des entrepreneurs, des fois, là, que j'écoute leur histoire, là, puis je suis comme... Qui aurait fait ce qu'eux ont fait? Ouais. Tu sais, c'est beau, hein, l'entreprise, tu sais, le succès et tout ça, mais le vrai... Moi, je trouve le vrai succès, c'est tous les efforts personnels, le développement personnel de l'entrepreneur qui a réussi à accomplir de grandes choses, mais avec autant d'obstacles, autant de sable dans l'engrenage, tu sais. Avec, oui, c'est ça, un vent de face. Tellement. Puis là, c'est ça. Là. Mais il n'a jamais lâché. Il n'a jamais lâché. Il n'a jamais lâché, puis garde, c'est ça qui a fait en sorte que c'est devenu un entrepreneur qui se nourrit d'entrepreneuriat. Puis tu remarqueras, puis moi, je suis un peu dans le même bateau à dire, tu veux toujours leur donner. Parce que tu as tellement d'admiration pour les gens qui se lancent en affaires, parce que tu sais c'est quoi. Oui. Puis moi, je suis comme, OK, vous lancez en affaires, vous avez le guts de vous lancer en affaires. Je fais du mentorat pour une entreprise actuellement, puis je leur charge à rien.
Moi, tout ce Bravo. que je leur dis, là, c'est hey, vous avez eu le guts. Oui. Je vais vous aider, je vais vous donner 2 heures par semaine. Écoute, moi, je suis un entrepreneur parmi tant d'autres. Là, c'est un buffet, vous prenez ce qui vous intéresse dans ce que je vous dis. Puis, ouais. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir redonner au suivant, parce que ça permet d'accélérer la learning curve des gens. Ouais. Tu sais, je pense qu'on a cette obligation-là. Ouais. C'est une belle obligation morale, je trouve, Tellement. de redonner au suivant, un peu comme tu vas passer ton éducation à tes enfants, où tu vas leur dire, ben moi, voici ce qui m'est arrivé, puis je veux pas que ça vous arrive. Ben, par contre, vous allez en connaître d'autres difficultés. Ah oui, c'est clairement. C'est ça. Je suis pas un filet de sauvetage, là. Je suis quelqu'un. Vous allez marcher dans le même champ de mine que moi, mais je vais vous dire où ce qu'il y en avait. Exactement. Et je sais pas. Je sais pas sont où. Parce qu'on... C'est ça, exactement. Je sais pas où elles sont, mais il y en a, puis on va se le dire, entrepreneur, c'est pas facile. Donc, ceux qui pensent que... Un autre phénomène aussi que la pandémie a amené, où je pense que ça avait commencé un petit peu avant, tu sais, on dit la grande démission, là. Ouais. C'est une espèce de phénomène, je ne sais pas si c'est juste occidental, c'est partout à travers le monde, où est-ce que les gens ont dit, ben ouais, il y a une pénurie de main-d'œuvre, où sont les personnes, on manque d'employés, etc. Est-ce que c'est possible que c'est pas des gens qui vivent de l'aide sociale, là? Non. Pas des gens qui sont des pensionnés, c'est des gens qui sont dans la fleur de l'âge, mettons entre 25 et 50. Puis, est-ce que ces gens-là ont la fibre entrepreneuriale? Oui. Et ils ne sont plus des employés parce qu'ils sont devenus des solopreneurs, des entrepreneurs, en partie des PME, puis un peu par la force des choses. Est-ce que tu as constaté ce phénomène-là, toi? Ah, totalement. Puis on a réagi à ça. Parce que oui, il y a une partie de ces gens-là qui ont peut-être eu le temps de voir qu'il y a autre chose sur le marché du travail, puis qu'il peut prendre une place différente de ce qu'il y avait pré-pandémie. Parce que les besoins ont changé. Ça nous a reconnectés à nos besoins essentiels. Ah, ça allait tellement vite. Et voilà. Avant la pandémie, là, honnêtement, la pandémie, ça nous a mis un beau OK, gang, Ouais. on arrête. On arrête. Puis dans tous les sens du terme. On réfléchit, on se repositionne pour mieux repartir. Exactement. Puis ça a changé, je pense, le destin de plusieurs. Évidemment, c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur, fait que ça explique pas le concept, ça explique pas la situation pour l'ensemble. Non. Moi, ce que j'ai compris à travers ça, c'est ça a forcé les entrepreneurs à changer leur modèle. Puis ceux qui n'ont pas changé leur modèle, ben, je pense qu'ils sont encore en train d'avoir des pénuries de main-d'œuvre. Parce que la génération d'aujourd'hui, je pense beaucoup aux jobs étudiants. Je veux dire, il y a de la job partout, là. Puis il y a encore des gens il y a encore des patrons, des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises qui agissent comme quand il n'y en avait pas. Et voilà, à l'ancienne. Donc, ils ne se sont pas mis en opération charme pour faire la cour, en fait, à leurs futurs employés, aux personnes avec qui ils veulent travailler. Exactement. Et ça, ils n'ont pas compris ça. Donc, ils sont nécessairement en déclin, ces entrepreneurs-là. Exact. Puis nous, on n'a pas voulu aller là. Puis on avait déjà un style de gestion qui était moderne. Nous, on voulait révolutionner autant la pizza qu'on voulait révolutionner comment on travaille en restauration, puis comment on peut apporter un vent de changement dans les conditions de travail de notre monde. Puis moi, je le dis tout le temps, à chaque fois que je rencontre quelqu'un en entrevue, puis je leur dis toujours, moi, mon objectif, c'est que tu restes avec nous tant aussi longtemps que tu as besoin d'une job pour tes études ou des trucs comme ça. Puis je suis fier de dire que je garde mon monde à 80%. Là. Puis ben, ça se fait pas tout seul. Il ne faut pas que tu les prennes pour acquis. Il n'y a rien d'acquis. Là. Non. Fait que même si tu te fermes les yeux, puis regarde, de toute façon, c'est elle qui s'en occupe, c'est correct. Non, ils sont très indépendants parce que là, on est rendu à l'ère où la personne, elle s'en va pour son lunch, puis ça se peut qu'elle ne revienne pas après dîner. Ouais. Oui, il s'en va sur une livraison, puis il laisse son sac de livraison, puis il y a une petite note dans le fond qui dit c'est pas pour moi, bonne soirée. Attends un peu, là. Tu es en train de me dire que c'est arrivé, là. Ça, c'est déjà arrivé. Oh my God, OK. Mais, tu sais, il y a beaucoup de gens qui... Adieu, monde cruel. Oui, c'est quasiment ça. C'était sa façon de faire sa signature de départ, mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. C'est vrai, mais si t'aimes l'action, si t'aimes... Tu sais, c'est pas de venir chez nous tout le temps... il y a tout le temps cette phrase que je retiens d'un de mes amis qui disait tout le temps, il y a deux hommes qui travaillent sur un chemin, Oui. puis ils cassent la roche les deux. Oui.
Puis il y en a un qui pose la question, il dit « Pourquoi tu casses la roche? » Ben là, non, en fait, qu'est-ce que tu fais? Puis il dit « Ben, tu vois bien, je casse la roche. » Tu sais. Il pose la même question à l'autre personne à côté, puis il dit « Je suis en train de créer la plus grande muraille. » C'est fait qu'il y a une différence. Tu sais. Oui. Puis nous, on veut pas que les gens rentrent au travail et disent « Ah, je vais juste faire de la vaisselle. » C'est non, tu viens contribuer à une pizzeria qui veut littéralement dynamiser le monde, l'univers. Puis on est fiers d'avoir des employés qui sont ambassadeurs. Tu sais, pour nous, c'est la famille. Oui. Tu sais, on a passé dans l'œil du dragon en avril 2023. On ne l'a pas écouté dans notre salon, là, juste en propriétaire. Là. Non. Moi, il y a un gym qui est à côté de la pizzeria. Oui. J'étais allé la voir, j'ai dit, écoute, on peut-tu prendre ton gym, on va prendre un écran géant, on va écouter ça en famille. Puis en famille, c'est plus de 65 employés. Là. OK. Parce que là, tu as la famille de toutes. Là. Fait qu'on est quasiment une centaine à regarder dans l'œil du dragon. Ça, c'est bon, ça. C'est ça. Ben, bravo. Puis après l'émission, il y a eu l'effet dragon. Parce que là, le téléphone s'est mis à sonner. Vous avez été découvert par... même c'est partout à travers le Canada, ça. Là. Ouais. Oui, effectivement. Puis, tu sais, ça allait déjà bien par toutes les initiatives qu'on avait fait au départ. Oui. Mais après ça, l'effet dragon, là, c'est réel. Puis ça ajoute à la notoriété aussi. 100%. L'effet de la télé. Ouais. Le pouvoir d'attraction de la télé. Ouais. Ça existait et ça existe encore. Absolument. Malgré ce qu'on peut en dire. Oui, absolument. Puis, excellent. Ça nous a tellement propulsé, Guy. Là. C'est incroyable parce que ça l'avait déjà bien, comme tu disais. Oui. On rentrait dans nos chiffres, c'était bien correct. Mais là, je dis tout le temps ça, les gars rentraient à 8 h le matin, ils avaient le temps de prendre leur café. Ouais. Là, c'est 6 h, ils n'ont pas le temps de prendre le café. Là. Puis, tu sais, c'est ça. Au début, là, on avait même de la difficulté à aller chercher un inventaire. Puis, tu sais, dans les entreprises manufacturières, tu n'as pas le temps. En fait, tu n'as pas le temps de réfléchir plus que la fin de semaine, parce que la production, il faut qu'elle continue tout le temps, parce que de la demande. Puis la pire chose qui peut arriver, c'est backorder. C'est la pire chose qui peut arriver. Parce que là, tu perds tout ton momentum. Eh oui. Puis tu ne veux pas arriver là. Non, tu ne veux pas que la chaîne de production s'interrompe. Exactement. Mais si tu veux commencer à rentrer de la machinerie, tu n'en vas pas dans un commerce, puis tu dis, moi, c'est ça que je veux, puis tu pars avec ça, tu mets ça dans ton trailer, puis tu rentres ça. Ça prend des mois avant que ça rentre. Fait qu'il faut que tu pallies à une forte croissance qui amène tellement de nouveaux défis, mais il faut tout que tu résous ces défis-là, mais dans le moment présent. Puis après ça, ben, là, la machinerie rentrera un peu plus tard, mais on va peut-être être rendu avec d'autres challenges. Fait que ça n'arrête pas. Tout à fait. Ouais. Écoute, Simon, c'était vraiment très stimulant. Je pense que c'était une inspiration. Tu es le porte-parole de 2 entreprises, en fait. Et puis, tu es le cofondateur. Tu es un entrepreneur, on pourrait même dire un entrepreneur en série. Oui. Puis, tu as commencé vraiment au bas de l'échelle, mais avec un mindset de feu. Ouais. Et puis, tu l'as toujours, tu es un grinder. Hein? C'est ça, hein? Tu es quelqu'un que, arrêter sur un stop, tu prends un livre pour lire avant de repartir de ton stop. C'est à peu près ça, là. Ouais. Et je comprends que tu as encore vraiment ce feu sacré-là. Puis je pense que c'est vraiment une inspiration pour ceux qui nous écoutent, qu'ils peuvent transposer ça dans leur quotidien de immopreneurs, de personnes qui ont décidé de vivre de l'immobilier, décidé de prendre d'énormes risques, de mettre leur trip sur la table, leur porte-monnaie à risque et de jouer all-in, un peu comme au poker, en ne sachant pas si vraiment ils ont la bonne main ou ils n'ont pas la bonne main. Et puis, des plans, c'est fait pour être changé. Vous en êtes la preuve. Et puis, c'est pas parce qu'on a planifié quelque chose que c'est nécessairement ça qui se produit. C'est rarement ça. Et en plus aussi, c'est que c'est ça, il y a les aléas de la business. Ouais. Qui aurait prédit la fameuse pandémie? Personne. Et tout ce que ça a emporté non plus? Personne. Mm-hmm. Donc, je pense que... Puis aussi, on a beau penser qu'on est capable de tout faire soi-même, c'est faux. On a tout faux quand on pense ça. Tellement. Tu es un joueur d'équipe, il faut des qualités pour jouer en équipe. Il faut faire profiter aux autres de notre bagage, mais aussi il faut aller chercher le meilleur des autres. Tellement. Puis ça se développe, ça. Est-ce que tu crois que 1 + 1 = 3? Écoute, moi je pense que 1 + 1, ça peut donner 3, ça peut donner 4. Ça peut donner... Par la synergie. Ben oui, 100%.
Puis je pense que c'est ça la beauté. Puis tu sais, je trouve vraiment cool ton titre de podcast parce que tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Puis à un moment donné, d'aller vite, ben, sur ton treadmill à la maison, tu vas vite, mais tu restes dans ta maison. C'est ça. Fait que, non, c'est un beau parallèle. Puis effectivement, si on veut aller plus loin, on a besoin d'être en équipe, on a besoin d'avoir des talents qui viennent épauler nos faiblesses. Hein? Puis je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est de s'entourer de personnes complémentaires. Des fois, ça peut sonner cliché, mais c'est vraiment la clé du succès. Après ça, vous allez avoir votre recette à vous, là, mais entourez-vous des gens qui ont des forces que vous n'avez pas. Oui. Et qui ont des faiblesses que vous êtes capable de combler. De combler, absolument. Puis, la deuxième chose, c'est bien d'identifier les opportunités d'affaires, mais le plus important, c'est de savoir la capturer. Puis, c'est avec des équipes complémentaires qu'on est capable de faire ça. Ouais. Capturer l'opportunité, ça, on va retenir ça, les amis. Ouais. Donc, c'est the name of the game. Absolument, 100%. Yes. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut entendre en tant qu'entrepreneur. Moi, je l'ai entendu une fois, puis ça me fait plaisir de pouvoir le distribuer parce que c'est le mal de la guerre. Bon, ben, nous autres aussi, à notre tour, on l'a entendu. Simon Verbel, je te remercie infiniment de ta générosité. C'était une belle rencontre. Et puis, il y a des nuggets là, qui vont sortir du podcast. Je les vois déjà. On va faire des reels avec ça. On va vraiment s'amuser. Et puis, longue vie à Philippe Fred Pizzeria. Longue vie à Trusty. Vous avez déjà des gros clients, des gros joueurs de l'industrie qui font confiance à Trusty. Et ce n'est que le début. Absolument. Alors, sur ce, les amis, c'est tout pour l'émission de cette semaine. Puis gardez le sourire, puis à la prochaine. Salut. Génial.